Voilà, le micro doit fonctionner. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vais donc parler en français. Heu, j'ai été, vraiment impressionné d'entendre ce qu'a dit, madame, le professeur, Bourkia, et je pense qu'en fait, ce qu'elle a dit sur l'éducation est absolument central, et peut-être d'ailleurs que ça résume, beaucoup, et ça fait avancer beaucoup mieux ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais me présenter à vous. En fait, ce sur quoi je travaille depuis maintenant plusieurs années, c'est, la modification de notre espace public suite à la révolution numérique et à la révolution des intelligences artificielles qui arrivent, hein. Comme, je le mets là, mon métier est de diriger des médias. Je dirige une chaîne de télévision en France, qui s'appelle Arte, et je suis professeur, professeur des universités à Sciences Po, et j'ai écrit aussi de nombreux, ouvrages, sur le numérique. Et c'est peut-être de ça dont je vais vous parler. Alors juste une chose, puisque, tout le monde parle de révolution, je vais aller vite, de révolution, numérique. Je pense qu'en fait, on se demande souvent, quel est le moment, de rupture. Moi, depuis que je fais du numérique, on m'a d'abord dit que c'était, un nouveau média, puis une nouvelle société. Heu, Sans doute des personnes ici, dont mon ami, Guido, pense que ça peut peut-être même nous amener, et le professeur Bourquier en a parlé, dans l'homo numericus, c'est-à-dire que la césure d'avant serait celle d'Homo sapiens. En ce qui me concerne, moi, je vais plutôt me concentrer sur une rupture dont je suis à peu près sûr. C'est qu'en fait, on a commencé depuis 2010, une période qui fait suite à la période ouverte par Gutenberg en 1455. Et donc je crois que pour analyser, la révolution numérique, ce que je vous propose, c'est une petite grille de lecture pour comprendre les 2 forces contradictoires, hein, qui sont à l'œuvre dans cette révolution numérique, et qui expliquent, le côté, clair, obscur, ou le côté contradictoire, de la révolution numérique auquel on fait face aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 forces qui sont à l'œuvre, et qui sont à l'œuvre de façon, pas identique. La première force, qu'on connaît tous, c'est le réseau. On est tous interconnectés, on est tous en liaison, dans le monde entier, les individus avec les autres individus, et ce réseau-là, c'est donc une force centripète, hein, qui nous rassemble tous, dans le même espace et le même temps. Mais en même temps, il y a une autre force, qui est totalement divergente, qui est celle de l'économie de la donnée. Et l'économie de la donnée, qui est en fait le modèle économique qui a été celui, et qui est encore celui de la révolution numérique, c'est une force, elle, qui, au contraire, fragmente les communautés, fragmente les pays, fragmente les individus, fragmente les identités. Et donc depuis maintenant, 30 ans, 40 ans, on voit qu'on a affaire à 2 forces contradictoires. Une force qui rassemble le réseau, et on se dit: «C'est formidable, on peut partager, on peut avoir accès à l'ensemble de l'information, on peut avoir accès à plein de choses». Et puis par ailleurs, une force contradictoire, ça nous sépare, ça nous polarise, ça nous fragmente, hein, et qui est la force de l'économie de la donnée. Et l'hypothèse, qui est la mienne, enfin qui est pas uniquement que la mienne, je vais aller évidemment, vite parce que je n'ai que 15 minutes, mais l'hypothèse qui est la mienne, c'est que depuis maintenant plusieurs années, l'économie de la donnée est en train de prendre le pas, sur la force du réseau. Et avec l'arrivée des intelligences artificielles, on verra, à mon avis, qu'on franchit une étape supplémentaire, hein, dans l'économie de la donnée. Et donc on est passé un peu sur nos sociétés, et peut-être c'est ce que disait, le professeur Bourquet juste avant moi, d'une gestion sociale où on était une masse, puis ensuite des individus, et maintenant on est à l'ère de la multitude. Et donc l'hypothèse pour nous, mon hypothèse, c'est que, l'économie de la donnée, a pris, heu, a pris le pas aujourd'hui, sur la force du réseau. Et donc pour essayer de serrer la révolution numérique en 3 étapes, là encore en simplifiant, mais j'aime bien donner des noms aux choses, hein. Je pense que depuis, 1989-1990, on a eu, 3 étapes différentes dans la révolution numérique qui est la nôtre. La première étape, qui commence justement avec le réseau, c'est que tout d'un coup, comme toutes les œuvres, toute l'information deviennent des fichiers, on a accès à tout, et donc c'est formidable, c'est la bibliothèque universelle, et c'est ce que j'appelle l'ère de l'accès. Alors l'ère de l'accès, elle continue, on a toujours accès à tout,
Mais à partir de 2006-2007, avec l'invention, du téléphone portable, le téléphone portable, c'est surtout la connexion permanente, avec l'invention des réseaux sociaux, avec l'invention aussi de la publicité ciblée, donc de l'économie, de la donnée, on arrive, au moment où on peut tout partager, on peut tout accélérer et tout amplifier et c'est l'ère de la propagation. C'est un terme qui a été, popularisé par un sociologue qui s'appelle Dominique Boulier, donc il faut rendre hommage à Dominique Boulier. Mais cette ère de la propagation, on va voir, on y vit encore. Et cette ère de la propagation, on verra qu'elle a un modèle économique particulier. Je vais y revenir dans 2 minutes. Et avec l'intelligence artificielle générative qui maintenant devient grand public, qui devient d'accès, j'allais dire, commun pour nous tous aujourd'hui, on arrive à l'ère où la production est infinie. Donc au début, l'accès est infini, ensuite le partage est infini et maintenant la production est infinie. On peut produire, les machines peuvent produire des textes, des images, des sons de façon complètement infinie. Et c'est une ère que je me permets d'appeler l'ère de l'imbrication, parce qu'elle imbrique 2 choses, l'homme et la machine d'une part, la machine augmente la capacité de l'homme, mais elle imbrique aussi, et on verra que ça a des conséquences, sur notre société, elle imbrique aussi le réel et la fiction, la vérité et la fiction. Donc très rapidement, avant de répondre à votre question, sur, l'ère de la propagation, donc l'ère au moment où, les réseaux sociaux, permettent d'amplifier et d'accélérer un certain nombre de messages, on voit qu'on a un univers numérique et professeur Bourquier en a parlé, qui est fondé sur un modèle économique donné, qui est le modèle d'économie de l'attention, où l'enjeu, encore une fois, pour l'ensemble des acteurs, qui sont des acteurs de l'univers numérique, c'est de capter le plus possible notre temps d'attention. Et donc, plus longtemps on passe devant les écrans, plus longtemps on passe devant les plateformes, plus le chiffre d'affaires et le modèle économique de ces plateformes est rentable. Alors, ça donne 2 conséquences pour aller très vite. Une première conséquence, c'est la dépendance aux écrans. Ça a été très bien dit par le professeur Bourquet avant moi. L'autre conséquence, c'est celle de la polarisation politique et sociale. Alors, sur la dépendance, j'y reviens pas. J'ai un petit dessin que j'aime bien pour tous les univers en médias qui sont les miens. Pendant très longtemps, on s'est dit, dans les années 60, dans les années 70, le divertissement, parce qu'il est plus drôle, il est plus léger, a pris le pas sur l'art et la culture. Avec l'univers numérique, on a vu que la distraction, aujourd'hui, l'emporte sur le divertissement et l'emporte sur l'art. Il y a une formule de T.S. Eliot qui dit je suis distrait de la distraction par la distraction. Donc aujourd'hui, on sait bien avec les alertes et autres qu'on est rentré dans le domaine de la distraction. Et ce qui est encore plus fort que la distraction, c'est notre dépendance et c'est notre addiction à l'ensemble des messages. Donc le modèle économique de l'économie de l'attention, elle nous pousse par des mécanismes que je n'ai pas le temps d'expliquer ici et qui sont désormais bien connus, à l'addiction aux écrans et aux réseaux, avec des mécanismes de design spécifiques, de récompense aléatoire, fondés sur les neurosciences. Mais d'un point de vue social, et c'est beaucoup plus important, d'un point de vue social, on arrive à un mécanisme de polarisation pour une raison extrêmement simple, c'est que les plateformes sociales ont tendance à hiérarchiser les messages, donc à accélérer et à amplifier les messages selon leur efficacité économique. Qu'est-ce qu'un message économiquement efficace? C'est très simple, c'est un message que je vais tendance à avoir, à vouloir regarder même si je fais autre chose. Et c'est un message que je vais tendance à vouloir partager le plus vite possible à l'ensemble des gens qui sont en relation avec moi. Et si je fais les 2 choses, j'augmente, entre guillemets, le temps d'attention de la plateforme qui a géré ce message et donc j'augmente son chiffre d'affaires publicitaire. Et donc les algorithmes sur les réseaux sociaux sont faits pour mettre en avant les messages les plus efficaces d'un point de vue économique. Et les messages les plus efficaces d'un point de vue économique, ce sont des messages fondés sur l'émotion plutôt que sur la rationalisation ou sur la pensée. Donc les messages émotionnels sont amplifiés et accélérés sur les réseaux sociaux aux dépens des autres messages. Et si vous regardez à l'intérieur des émotions, quelles sont les émotions les plus efficaces
d'un point de vue économique, eh ben, l'émotion la plus efficace, Guido Girardi le dit souvent, c'est la rage et la colère. Avant la joie, avant l'humour, les messages de rage et de colère, aujourd'hui, sont les plus efficaces économiquement sur les réseaux sociaux et donc ce sont les messages qui vont avoir tendance à être amplifiés et à accélérer. Et donc les mécanismes de polarisation sociale, politique, que l'on constate sur les réseaux, bien sûr, ils ne sont pas créés par ces réseaux, parce que la polarisation sociale et politique, elle a bien d'autres raisons de naître, qui sont économiques, sociales et autres, mais elles sont amplifiées et accélérées par ces réseaux, qui du coup ont des conséquences politiques qui sont extrêmement complexes et extrêmement compliquées pour une démocratie ou des régimes politiques qui sont fondés sur l'éthique de la discussion et donc sur le fait qu'à un moment donné, avant d'être un individu, on est un citoyen, on est capable de poser une problématique. Là, on est pris en main, j'allais dire, par nos émotions. Et moi, je me suis permis d'inventer un petit mot pour décrire ces régimes politiques qui, aujourd'hui, souffrent du débat émotionnel. J'appelle ça l'émocratie, donc un régime politique fondé sur l'émotion. Maintenant, j'ai encore 5 minutes et je les prends très vite. Maintenant, parce que je ne voudrais pas que la réputation des Français, ça soit toujours de dépasser d'une heure le temps qui leur est imparti. Donc, maintenant qu'arrive l'intelligence artificielle, on entre dans une ère que je pourrais appeler ère de l'imbrication. Et une ère de l'imbrication, c'est une ère, comme je l'ai dit, qui mêle à la fois l'imbrication entre l'homme et la machine et l'imbrication entre la réalité et la fiction. Et je vais m'expliquer très rapidement, mais je voudrais dire que le modèle économique, pour moi, qui est derrière l'ère de l'imbrication, ça n'est plus l'économie de l'attention, c'est l'économie de la délégation. C'est-à-dire, c'est l'économie des agents à qui on va déléguer un certain nombre de fonctions. Et pour déléguer ces fonctions, que ce soit des fonctions de création ou que ce soit des fonctions, j'allais dire, de gestion de notre temps, de notre divertissement, de notre culture ou de notre information, eh bien, pour leur déléguer ces choses-là, il faut qu'elles possèdent de plus en plus de données. Donc, on franchit une étape supplémentaire dans le contexte de la donnée. Alors, deux choses sur, ça c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Submersion, qui date de l'année dernière. Deux choses d'abord, je vais commencer par ça. Le moment, avec les intelligences artificielles génératives, on arrive dans un moment où, encore une fois, la production infinie de textes, d'images et de sons est déjà là et devant nous. Et on n'en a pas encore mesuré toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une génération comme la mienne, moi je vais bientôt, hélas, avoir 60 ans, je me souviens encore du moment où l'accès aux images, l'accès au son, l'accès au texte, c'était quelque chose de rare. Et donc la question, c'était de savoir comment avoir accès à un son et un texte. Aujourd'hui, il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire comment nous, notre cerveau, on va être capable d'assimiler, de choisir ou de trier tous les textes, les images et les sons qui vont être fabriqués par des robots, par des êtres humains aussi, mais en quantité infinie. Et la question qui est très importante pour moi dans ce domaine de production infinie, je donne juste un détail. Moi, j'ai grandi, il y avait 6 chaînes de télévision. Et donc, chaque soir, dans ma famille, on avait accès à 6 programmes de télévision. Maintenant, je suis abonné à Netflix. En France, j'ai accès à 41 000 programmes de télévision. Mais je fais aussi une plateforme pour ma chaîne qui s'appelle Arte. On propose 10 000 programmes de télévision. Et j'ai accès, etc. Et donc, j'ai compté chaque soir, avec mes abonnements, j'ai accès environ à 450 000 programmes de télévision. Je suis abonné sur Spotify, j'ai accès à 1 million de sons différents. Donc c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est avant les intelligences artificielles génératives. Maintenant, on va aller vers l'infini. Et donc l'autre conséquence, et je vais très vite ensuite, c'est que on va devoir déléguer aux machines notre choix. Et donc en fait, nous n'allons plus être capables, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler ici, de faire le choix de l'image qu'on va regarder, le texte qu'on va lire, le son qu'on va écouter ou la source d'information qu'on va avoir, de plus en plus avec ce qu'on appelle les agents.
les agents d'intelligence artificielle, on va déléguer une partie de notre choix. Et donc, évidemment, la question qui se pose, c'est sur quelle base délègue-t-on ce choix? Quels sont les acteurs qui maîtrisent aujourd'hui ce choix qu'on va leur déléguer? Quand moi, dans 2 ou 3 ans, voire même dans 2 ou 3 mois, je vais demander à mon agent d'intelligence artificielle: «Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui? Peux-tu me dire l'information?» Quand je vais lui dire: «Qu'est-ce que tu me conseilles de regarder ce soir?» Quand je vais lui demander quelque chose à écouter, quel va être le fondement économique ou politique de l'acteur qui va me proposer, de l'intelligence artificielle qui va me proposer de réaliser ce choix? Je vois que j'ai plus beaucoup de temps, mais donc, si je délègue le choix aux algorithmes ou aux assistants personnels de l'IA, la question centrale qui se pose d'un point de vue politique et d'un point de vue social, c'est qui maîtrise le système de calcul? Et sur quelle base on maîtrise le système de calcul? Est-ce que nos régimes politiques, est-ce que nos sociétés, est-ce que nous, individus, on a encore la main, comme disait Éric Sadin hier, sur les instruments auxquels on va déléguer notre choix? Je crois que c'est une question absolument fondamentale. L'autre point, en conséquence très forte de ce déluge, et je conclus par ça, de ce déluge d'images, de ce déluge de sons, c'est l'imbrication entre la réalité et la fiction. Alors, dans le domaine culturel, imbriquer la réalité et la fiction, c'est formidable. Ça donne tout un nouveau champ de création culturelle. Il y a un risque qui est le risque de l'hallucination. J'aime bien montrer Don Quichotte parce que Don Quichotte vit dans un univers fictionnel, mais son corps, lui, est en permanence rattrapé par la réalité. Il ne cesse d'être battu, d'être roué de coups, d'être moqué par les gens. Et donc, à quel moment on arrive dans une société qui s'imbrique entre réalité et fiction et qui ne connaît plus la différence entre la réalité et la fiction? Je pense qu'on le voit aujourd'hui, ce qui se passe dans le domaine de l'information, c'est mon métier, je conclus par ça. Le fait qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus à des récits, j'allais dire, pratiquement parallèles et autonomes, plutôt qu'à une garantie de réel, à un moment donné, fondée sur les faits, montre qu'on est déjà rentré dans cette ère de l'imbrication. Et j'allais conclure, mais le professeur l'a fait avant moi, par la nécessité absolue de l'éducation. Si je prends l'information pour terminer à ça, on est passé d'un acte volontaire, je m'informe en français, à un acte involontaire, je suis informé, c'est-à-dire quelqu'un, une machine, un algorithme, un agent m'informe. Et ce que je crois, c'est qu'on ne mettra jamais un terme ni à la submersion des messages qui va être la nôtre, ni d'une certaine façon à la relative opacité des machines à qui on va déléguer notre choix et déléguer une partie de notre culture, de notre information et de nos interactions sociales. Et donc la seule solution, me semble-t-il, pour essayer de nous armer et de continuer à avoir, comme disait Éric Sadin, la main sur l'ensemble des choses, c'est avant toute chose un peu de régulation. Mais moi, je suis assez pessimiste quant à la capacité de régulation et beaucoup d'éducation, parce que je crois encore que c'est d'une certaine façon une sorte de vaccination de l'individu qui nous permet aujourd'hui de confronter à ce déluge d'images et à cette délégation des choix et des décisions. Merci beaucoup.